Mercredi 8 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Actu en débat pour votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité de la semaine en 26 minutes. Ce soir, nous allons bien évidemment parler de l'actualité phare de cette semaine, c'est la tenue de la phase nationale du dialogue intermalien qui a débuté ce lundi et qui doit prendre fin vendredi. Ensuite, nous allons évoquer liberté de la presse et notamment le classement de Reporters sans frontières qui... Une nouvelle fois, depuis plusieurs années maintenant, le classement du Mali est très peu enviable. C'est une 114e place. Avec moi sur ce plateau pour décrypter ces deux grands thèmes, Monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Mali Kilé. Bonsoir, Monsieur Sow. Bonsoir, M. Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et en face de vous, comme très souvent maintenant, M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de venir sur ce plateau. Merci. Alors, je le disais tout de suite, la phase nationale du dialogue intermalien a été lancée ce lundi 6 mai au Centre international de conférence de Bamako par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dialogue, en tout cas au moment où il a été lancé par le président dans son discours du Nouvel An, était censé être une alternative pour apporter la paix, la réconciliation, d'autant que juste un mois plus tard, les autorités ont dénoncé l'accord pour la paix, ont mis fin à l'accord pour la paix. Je me tourne vers vous d'abord, Monsieur Sow. Je sais que vous êtes assez proche aussi des débats, des discussions. Alors, qu'est-ce qui pourrait déjà être les recommandations? On a déjà vu les recommandations au niveau de la phase communale, régionale. Oui. Quelles pourraient être les recommandations au niveau de la phase nationale selon vous? Elles vont être nombreuses, hein. Elles vont être nombreuses au regard des travaux qui sont passés dans les différentes commissions et tout ça. Et heureusement d'ailleurs, ces travaux-là sont terminés. Les plénières ont commencé ce matin. Avant d'arriver, je pense, à ces recommandations, on peut plutôt voir comment est-ce qu'est la cérémonie d'ouverture, quelles ont été les positions des différents... Il y a eu deux discours. Les organisateurs, ils ont fait fort parce que il fallait être concis, précis et concis, c'est ce qu'ils ont fait. Et le Premier ministre Issoufou Maïga dit qu'ils ont réussi à échanger avec tout le monde. Même si au départ, moi j'ai constaté, j'espère que vous l'avez fait avec moi, que les forces vives de la nation n'étaient pas partie prenante de ces dialogues-là, mais dans son discours, il a bien précisé qu'ils ont non seulement échangé avec la classe politique, aussi bien sur le plan national qu'international, dans les représentations diplomatiques et tout ça, mais les associations aussi ont été approchées, les syndicats, etc., etc. Si cela a été fait, et en tout cas, jusqu'à présent, son discours n'a pas été démenti. Si cela a été fait, je pense que ça peut avoir un impact assez positif sur le dialogue. Sinon, moi, je m'étais inquiété sur le même plateau qu'un tel dialogue sans les forces vives de la nation est venu avec un handicap, quoi. Des visites et des échanges avec certains anciens premiers ministres, notamment, on a vu. Oui, qui d'ailleurs, on se souvient du cas du Premier ministre Modibo Sidibé, qui n'est pas allé avec les dos de la cuillère d'ailleurs, qui était très pessimiste quant au succès de ces dialogues, et il l'a fait savoir. Bon, mais le président de la transition, lui, dans son discours, a rassuré qu'en tout cas, en ce qui le concerne, c'était sa volonté de faire en sorte que tous les citoyens maliens participent au dialogue intermalien. Bon, est-ce que ça a été suivi ou pas? C'est peut-être les recommandations et la suite des recommandations qui vont nous faire comprendre cela. Mais dans son discours, il a dit autre chose. Dans son discours, il a parlé de comment la communauté internationale a quitté le Mali à sa demande, parce que justement, ils ont échoué dans tout ce qu'ils ont entrepris pour aider le Mali à sortir de la crise. Et que c'est pour tout cela d'ailleurs que lui, il a demandé à ce que désormais, nous-mêmes, on s'asseye, nous les Maliens, on s'asseye pour réfléchir à comment régler nos problèmes sans l'intervention de la communauté internationale et de quiconque. Même si tous les diplomates étaient dans la salle là-bas,
C'était un peu difficile, mais bon, voilà quoi. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations, il y a je pense que les 5 thématiques qui ont été données, chaque thématique était traitée par une commission. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, la commission paix, réconciliation et cohésion sociale demande à ce qu'il faut discuter avec les groupes armés en général. Et par groupes armés, ils ont sous-entendu qu'il y a les rebelles et il y a les terroristes. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Malheureusement, je n'ai pas d'autres termes. S'il y a un terme meilleur, je les aurais pris. Et que les terroristes, il faut que ce soit des Maliens, pas des étrangers. Donc ça, je pense que c'est une recommandation extrêmement importante. Donc, ce qui veut dire en clair, négocier avec le JNIM, laisser le GS. C'est clair. En clair, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. C'est déjà des recommandations que nous avions déjà pour la conférence d'entente nationale, pour le dialogue national inclusif déjà à l'époque. Je vais me tourner vers M. Diarra. Vous avez évoqué le fait que le président a dit que c'était un dialogue entre Maliens sans ingérence extérieure. Ça part d'un bon sentiment, d'une bonne intention, mais au niveau du résultat, même si les recommandations finales ne sont pas encore connues, certains Maliens se sont exclus, n'ont pas participé à ce dialogue. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, on n'a pas raté le coche? Oui, il faut le dire. Parce que ce dialogue, c'est quand même une volonté du président de la transition. Et quand il a annoncé ce message, beaucoup se sont interrogés. Est-ce que ce ne serait pas un autre espace de plus? Maintenant, dans le déroulement des travaux, par exemple, vous avez, c'est à 3 niveaux. Et le déroulement, c'est d'abord les phases communales, les phases régionales, et on est à la phase régionale qui a commencé le lundi. Mais depuis la phase communale, la phase nationale. Depuis la phase nationale, depuis les phases communales, on a commencé quand même à avoir les recommandations. Et ça a amené les gens à s'interroger, parce qu'on a dit même sur ce plateau, la phase régionale et communale, le dialogue partait dans tous les sens. Parce qu'on a élaboré un terme de référence. Et donc, le dialogue doit être mené dans un canevas bien précis. Et malheureusement, je ne sais pas, de façon extraordinaire, on a parlé d'autre chose. Parce que l'esprit du dialogue, c'est quoi? C'est de contribuer à la restauration de la paix, à la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Et quand le processus a commencé, les gens n'étaient pas d'accord parce que le premier des actes qui a été posé, c'était quand même la suspension des activités des partis politiques. Et des acteurs politiques, on les a empêchés de faire quoi que ce soit comme activité. Et c'est ce qui les a amenés à dire qu'ils vont bouder. Et cette situation a créé des fissures au niveau de la classe politique. Parce que certains acteurs politiques ont appelé des militants à y participer. Pendant que la direction politique des partis, sinon les directions des politiques des partis, ont dit non. Et ils ont fait des communiqués dans ce sens. C'est pour ça que vous voyez que même à la phase régionale, on voit des figures là-bas qui sont des figures très bien connues de la classe politique. Quand bien même la direction quand même a boudé. Maintenant, par rapport aux revendications, aux recommandations, je vais dire que Sol a évoqué, il faut négocier avec les propositions qui ont été faites. Il faut négocier avec les groupes armés et même les terroristes, parce que Koufa et Yad, ce sont des terroristes. Mais on ne peut pas leur nier le fait d'être des Maliens. Mais c'est des gens aussi qui ont posé des actes extrêmement graves. Et dans l'entendement, moi dans mon entendement, un terroriste, on ne doit pas négocier avec un terroriste. Maintenant, comme c'est un processus de dialogue où on doit se dire la vérité, faire ses aveux, parce que pour ceux qui ont commis des crimes, il faut avouer et demander pardon.
Mais ce que je déplore, c'est que ce dialogue se fait à un moment où d'autres Maliens aussi se retrouvent à l'extérieur. Par exemple, les exilés politiques. Et je me demande encore si on parle de leur cas. Combien de Maliens aujourd'hui sont à l'extérieur? Par exemple, je vais citer, il y a Oumar Marikou qui est à l'extérieur, il y a Boubou Sissé qui est à l'extérieur, il y a le leader religieux Diko qui est à l'extérieur, il y a Igor qui est à l'extérieur, il y a Tchema Iber qui est à l'extérieur. J'en oublie. Bon, ce sont des acteurs politiques qui, à un moment donné, ont contribué quand même à la construction de ce Mali. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, ils se sont retrouvés ailleurs, des raisons politiques et d'autres raisons que je ne sais pas. Ils se sont retrouvés à l'extérieur. Mais quand on parle de réconciliation, tout le monde doit venir. Puisque, comme on le dit, si l'ensemble des pays, des fils du pays, venaient par les mains rassemblées, percer le tour de la jarre percée, la patrie va être sauvée. C'est du roi Guizot. Et aujourd'hui, moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse aussi à la situation de ces gens qui se retrouvent à l'extérieur et voir, moi je sais que c'est possible. Et voir comment ces gens vont se retrouver. À vous entendre, je sens un certain pessimisme sur les conclusions de ce dialogue. Bon, moi je sais que, parce que la phase nationale, c'est quand même la synthèse des recommandations. Moi je crois que les recommandations qui ont été assimilées, on ne va qu'examiner que ces synthèses. Et qu'est-ce qui est dit? Il faut prolonger le délai de la transition. On a demandé à susciter la candidature du chef de l'État. Il faut prolonger la transition de 2 ans à 5 ans. Maintenant, il faut même, il faut réduire le train de vie de l'État. Hein? Il faut dissoudre les mouvements armés à connotation religieuse ou ethnique. Hein? Bon, c'est des situations, les gens vont jusqu'à limiter le nombre de partis. Dans la démocratie, on ne doit pas limiter, en tout cas les partis, parce que même ailleurs où on pense qu'il n'y a que 2 ou 3 grands partis, en France et ailleurs, mais c'est loin de la réalité. Peut-être que ce sont des partis qui sont plus connus, qui sont vus. Sinon, derrière, c'est des multitudes de partis politiques. Et je crois qu'il faut seulement organiser. Il faut seulement organiser. Quoi. Alors, par rapport à la prolongation de la transition, la candidature du président de la transition à la prochaine présidentielle qui est en train d'éclipser pratiquement toutes les autres recommandations qui ont déjà été faites au niveau régional et au niveau local. Est-ce qu'il était possible de faire autrement finalement depuis le moment où ce dialogue a été lancé? Parce qu'il y a certains qui pensent que les recommandations du dialogue allaient de pair forcément avec une prolongation de la transition pour mettre en œuvre les recommandations de ce dialogue-là. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je voulais réagir à un point qui est extrêmement important que les grands frères a soulevé, c'est la participation des Maliens qui sont en dehors. Et le Premier ministre Youssouphi Maïga les a appelés, ceux qui sont sous instruction judiciaire. Et en parlant de ces gens-là, il a dit qu'en réalité, lui, il a offert une plateforme digitale par laquelle que ces gens-là auraient pu intervenir, que parce que dans sa façon de parler, lui, il ne peut pas assurer leur sécurité, c'est-à-dire quand ils se présentent, voilà, il n'a aucune garantie que quand ils vont venir à tel ou tel plateforme, que ce soit ici ou dans une ambassade par exemple, qu'ils échappent à une quelconque arrestation. Donc lui, il a proposé à ce que tout Malien, et d'ailleurs les Maliens l'ont fait, tout Malien qui souhaite intervenir, qui peut passer par ces voies-là pour faire leurs recommandations ou leurs propositions, leurs critiques, que quelle que soit la position à la demande du président, ces documents seront pris dans les recommandations finales. Et ce qui m'a un peu... Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que le colonel, le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, il a fait des efforts énormes pour obtenir finalement l'invitation des forces vives, la classe politique et les associations à caractère politique à la phase nationale. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'il a dit, les phases préliminaires, qu'on a appelé les phases locales, ces mouvements-là n'ont pas été associés, ces forces vives n'ont pas été associées. Et en ce qui concerne votre question, bon, effectivement c'est vrai, mais quand j'ai vu, j'ai senti un paradoxe, parce que pour moi, si on veut que
le président de la transition soit candidat, on n'a plus besoin de demander de proroger la transition jusqu'à 5 ans par exemple, même jusqu'à 2 ans. On peut demander l'organisation des élections et demander sa candidature pour qu'il puisse continuer sa mission. Et je suis sûr, au regard de l'engouement des soutiens, qu'il pourrait passer dès le premier tour si une élection était organisée. Espérons-le. Maintenant, en ce qui concerne ces questions-là, le Premier ministre Youssouphi a parlé de ça aussi ce matin. Il disait qu'en réalité, lui, il ne comptait pas prendre ça dans les recommandations finales. Parce que les thématiques sont claires et ça ne fait pas partie des thématiques. Donc, mais j'ai l'impression qu'un document va être greffé comme pièce jointe aux recommandations là, dans lequel document ces données là vont être expliquées et que au niveau, comme il a dit, au niveau des hautes autorités, des mesures, des décisions seront prises au regard des différentes recommandations hors sujet. Vous voyez un peu, ce matin c'est ce qu'il a dit dans son discours avant que je me vienne sur le plateau. Donc, si lui, il arrive à ces conclusions-là, ce que ça veut dire qu'au cours des débats, il faut reconnaître que ça veut dire que ça a été houleux, quoi, à tel ou tel niveau, sur tel ou tel sujet. Maintenant, en ce qui concerne les discussions avec les groupes armés, parce qu'ils ont dit groupes armés pour tenir les deux groupes ensemble, les rebelles et les terroristes. En réalité, il y a à ce niveau-là aussi deux débats, des discussions qui vont être engagées avec les groupes armés. Les discussions politiques et les discussions, ils ont dit, les discussions, disons, religieuses. Mais les termes consacrés dans les recommandations. Ça veut dire quoi ? D'après les spécialistes qui a expliqué, M. Bokarba, il faut prendre le Coran, les hadiths et les autres documents addictifs dans les cadres musulmans et partir à la rencontre des... Il y en a qui sont en détention, il y en a qui sont libres dans leur zone de terrorisme et tout ça, et partir à les rencontres et une liste normalement des personnalités qui sont supposées, qui doivent être chargées de ça. Cette liste-là aussi va être proposée pour aller rencontrer certaines personnalités du terrorisme parmi ces gens-là, pour échanger avec eux sur les différentes visions de l'islam, sur la page du Coran et les autres documents que je viens de citer, pour les convaincre du contraire de ce qu'ils pensent pour lui. Pour lui, il y a un réformatage à faire à ce niveau-là pour les ramener à la raison, avant d'enclencher le processus. C'est ambitieux, mais est-ce que c'est réaliste ? C'est très ambitieux. Déjà, il y a un certain nombre de points qui rendent difficile, pour ne pas dire impossible, qui rendent difficile ces questions-là. Il y a les questions des moyens, il y a les questions de risques sécuritaires, parce que je me souviens que sous le Premier ministre Mara, il y a eu quelques contacts dont je suis au courant avec Iyad Aghali, et que celui-là, il disait deux choses, que seulement avec une claquette de doigts, lui peut intervenir pour que la paix puisse revenir au Mali, mais il faut partir sur la base de la paix, enfin sur la base de la charia au Mali. Mais la chance à cette époque, c'était que la discussion, enfin les mises en relation ont été faites grâce à un de ses amis. Très bien. Alors, rapidement, pour conclure sur ce thème, d'abord, je vais commencer par vous. En 10 secondes, ce dialogue, est-ce que vous pensez que c'est un dialogue de trop, ou est-ce que vous pensez que c'est un dialogue qui va faire date ? 10 secondes. Bon, moi, je le dis depuis le départ, c'est quand même... il le fallait, d'autant plus qu'on a déchiré le papier de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Donc, il fallait tout de suite trouver un autre espace pour amener les Maliens à se parler, à convenir quand même de quelque chose sur laquelle, base de laquelle on va marcher pour le futur.
Maintenant, So a souligné un aspect dans le... Ça fait un peu plus de 10 secondes, on doit passer au... Juste, je vais souligner un aspect, parce que quand tu dis que il a appris par les coulisses que le ministre d'État, le ministre de l'Administration, a fait des acrobaties pour la participation des exilés, des forces vives. Moi, je crois qu'on ne peut pas vouloir des choses et son contraire. C'est-à-dire, le dialogue est intervenu dans un contexte particulier. C'est au moment même où on a parlé de ce dialogue qu'on a pris la décision de suspendre les activités des partis politiques. Bon, si les partis venaient accepter de participer à ce dialogue alors qu'on leur a interdit toute activité, moi je crois qu'eux-mêmes doivent se poser la question sur les comportements. Donc moi je crois que l'État quand même est à la base quand même de cette situation. Et moi je crois que le bon sens quand même voudrait qu'on accepte d'abord ce dialogue pour après, au cas où on voyait qu'il y a des risques de dérapage, de procéder à cette mesure. Mais ce qui est sûr, ce qui a conduit le gouvernement à prendre cette mesure, c'est quand même la menace qui planait. C'était quoi? Parce que les forces étaient en train de s'organiser pour essayer de faire la pression. Et la parade, c'était quoi? C'était il faut prendre cette mesure pour les dégonfler. Très bien, il ne nous reste plus que quelques minutes, donc on va rapidement passer au deuxième thème de la soirée. Comme je le disais, c'est le classement RSF du Mali. RSF, c'est Reporters sans frontières qui a fait paraître son classement la semaine dernière sur la liberté de la presse. Le Mali est 114e sur 180 pays, je crois. En tant que journaliste, rapidement, M. So, quelle est votre analyse de ce classement? Non, il y a plutôt une opinion à donner et puis un cri de cœur parce que c'est déplorable. C'est déplorable que le Mali régresse au lieu d'aller en avant. On est en train de... La presse, même... C'est vrai que chaque fois nos confrères disparaissent, il y en a qui ne retrouvent jamais leur maison, c'est après qu'on apprend qu'ils sont tués. Et au-delà de ça, c'est difficile de travailler. Quand tu fais un petit article seulement, soit on te fait soit on t'appelle au téléphone pour te menacer, ou bien on t'insulte, ou bien c'est ton organe qui fait les frais. C'est extrêmement difficile et des efforts doivent être consentis pour nous laisser l'opportunité de contribuer à la démocratie, à la liberté d'expression et puis à la gestion des instituts de l'appareil d'État. Parce qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de gestion régulière des institutions de l'État sans la presse qui est le quatrième pouvoir. Donc, ces classements, c'est à déplorer. Et aussi profiter pour demander aux autorités de revoir comment est-ce que la presse puisse avoir sa place et toute sa place dans le fonctionnement normal des institutions du pays. Très bien. M. Diarra, vous partagez les écueils qui viennent de citer? Absolument, parce que la presse, quand même, c'est quand même un baromètre, en tout cas pour mesurer quand même la santé, la marche, la vivacité d'un pays démocratique. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un contexte. Une transition, c'est un régime d'exception. Avant aussi, il ne faut pas oublier un aspect, c'est le contexte sécuritaire. C'est-à-dire il y a la crise sécuritaire, il y a le problème politique et institutionnel. Bon, ce classement du Mali, moi, je ne suis pas surpris, parce que de 113e, on se retrouve à 114e. On a dégringolé, quoi. Bon, il faut comprendre ce classement de Reporters sans frontières. Je crois que nous nous retrouvons dans la même situation que d'autres pays, à part qu'avec leur position, les pays voisins qui se retrouvent dans le même contexte, dans le même processus de transition que nous. Parce que le Burkina, c'est un processus de transition, crise sécuritaire. Au Mali, c'est pareil. Je crois que ce n'est pas reluisant. Il faut faire des efforts. Est-ce que selon vous, il est difficile, compliqué d'être journaliste au Mali actuellement? Au Mali, bon, il est vraiment... Le contexte actuel quand même, c'est difficile. Il faut être vraiment courageux. Courageux d'abord parce qu'il y a le problème sécuritaire. Courageux aussi, il y a le problème politique. C'est-à-dire on est entre deux feux. Il y a la peur de ne pas froisser les autorités qui peuvent à tout moment
peut-être... en tout cas, il faut suivre mon regard. Il y a aussi la peur aussi, il y a la peur aussi d'aller, parce qu'un journaliste, c'est quoi? C'est pas moi, c'est d'aller collecter l'information des traités. Quel est ce journaliste malien qui a le courage d'aller sur le tas des opérations de son propre chef? C'est-à-dire que c'est pas l'armée qui va t'amener me dire que moi je vais, parce qu'aujourd'hui ça ne va pas à Kidal, ça ne va pas à Menaka, je prends la décision sur moi-même d'y aller et puis de faire mes investigations, de revenir. Je crois que je ne crois pas qu'on trouvera un volontaire. En tout cas, si on demande à un journaliste d'aller sur le terrain et d'investiguer et de venir. Il y a cet aspect-là aussi. Bon, il y a aussi la précarité, parce que ce n'est vraiment pas facile pour les acteurs aussi d'exercer. Parce qu'au-delà des contraintes financières qui frappent, en tout cas les acteurs aujourd'hui, il y a aussi ce problème sécuritaire. Donc, c'est un noble métier, très passionnant. Les gens l'exercent. Ce n'est pas facile, mais il faut être armé de courage. Tout à fait. Alors, on a l'impression aussi chaque année de répéter à chaque fois les mêmes choses par rapport à la liberté de la presse au Mali, par rapport au fait d'être journaliste au Mali. On espère peut-être dans les années à venir que ça va changer. On dit que l'espoir fait vivre. Donc, espérons que ça puisse changer dans les années à venir. Merci à vous, Mokhtar Sow, directeur de publication de Malikiné, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako, également d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous avez compris, il y a un thème qu'on a un peu plus développé que l'autre, mais malheureusement, nous n'avions plus le temps. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À mercredi prochain. Inch'Allah, bonne soirée à vous.